Donc bonjour, bienvenue sur ma chaîne Philippe est dans le pré. Je vais essayer de faire un résumé, même si un résumé c'est un bien grand mot sur l'année. Vous avez vu les derniers événements, comme chaque année, où il y a manipulation sur les différents sujets agricoles. Vous avez, qui a été beaucoup médiatisé, une manifestation de 300 personnes à Beauvais pour le soutien de Vincent Verschuer, éleveur condamné pour des nuisances. Donc des nuisances agricoles, il y en a toujours eu. Si vous suivez l'actualité, vous savez que tous les artisans, toutes les entreprises, maçonnerie, TPE, PME qui étaient dans les villes ou en centre-bourg, ils ont été dans les zones industrielles parce qu'il y avait des nuisances non pas liées aux odeurs des animaux mais au bruit et au va-et-vient des véhicules dans les bourgs ou dans les villes. Donc ils ont été dans les zones industrielles pour des raisons de nuisance parce que les gens ne les supportaient plus. Donc ils l'ont délocalisé. Pour délocaliser ou déplacer un corps de ferme, c'est tout à fait réalisable dans la mesure où l'exploitation ou les productions qu'on fait sont rentables. Ensuite, il y a une responsabilité qu'il ne faut pas cacher. Parfois, là je ne connais pas le sujet, donc je ne vais pas parler d'un sujet que je ne connais pas, mais il y a des permis de construire qui ont été délivrés par des élus dans les deux sens. Soit on a laissé la ferme s'agrandir et peut-être qu'il ne fallait pas qu'elle s'agrandisse à cet endroit-là, soit on a donné des permis de construire à des néo-ruraux ou des agriculteurs en retraite qui sont en procédure qui embêtent les agriculteurs qui travaillent. Voilà la cause. Mais ça, c'est des faits divers qui existent depuis toujours, bien entendu. Ça n'a rien à voir avec l'arrêt massif de l'agriculture et la baisse de production. Donc ensuite, ce que je voulais vous faire passer comme message, c'est qu'ils vont redoubler d'efforts au niveau de l'enseignement agricole. Ils vont mettre les bouchées doubles pour piéger les petits soldats. Et pour ceux qui connaissent le campus Hectare, monté par Xavier Niel et Audrey Borulot, l'ancienne conseillère d'Emmanuel Macron, sur son premier quinquennat, ils viennent de s'allier avec les coopératives, avec 5 coopératives, Axe Céréales, Val de Gascogne, Eureden, Natup et EMC2. EMC2 où était Philippe Mangin. Donc vous voyez bien que là, ils vont mettre les bouchées doubles pour essayer de recruter, de trouver des petits soldats pour faire tourner l'agro-industrie et l'agroalimentaire. Sachant que les enjeux ne sont pas là. On a vu beaucoup d'articles, attention, l'élevage, les délocalisations, le roi du poulet ukrainien prend des parts de marché au groupe LDC, les importations de poulet ont explosé depuis quelque temps, notamment en provenance d'Ukraine. C'est tout simplement, on fait diversion en retournant des panneaux, en parlant de problèmes écologistes qui existent. Voilà, il y a des problèmes avec des écologistes, mais qui sont mineurs par rapport à l'impact des 100 000 exploitations qu'on a perdues en 10 ans, de 2010 à 2020, et on va en reperdre plus de 100 000 en 10 ans, à la vitesse qu'on est parti, puisque ceux qui sont en place ne vont pas à la retraite. Dès qu'ils peuvent, les gens quittent le métier pour faute de rentabilité. Donc, faute de rentabilité, ce n'est pas en retournant les panneaux, ce n'est pas en criant de slogans contre la sécheresse, contre le gel, contre le loup, contre les véganes, contre les écolos, contre les normes. J'ai entendu beaucoup parler des normes. Vous pouvez manifester contre les normes, les gars. C'est un faux problème. Essayez de réaliser les gens qui sont dans le bâtiment. Il se trouve que je connais un petit peu les métiers du bâtiment. Les gens qui travaillent dans le bâtiment. Comparez le bâtiment avec l'agriculture. Quand vous voyez les normes de sécurité qu'on leur demande sur les chantiers, ils ont quasi tous des salariés. Quand vous voyez, lorsqu'ils font des chantiers en centre-ville, les autorisations qu'il faut, la sécurité sur le chantier et tout ça c'est compté dans le coût de production de l'entrepreneur, qu'il soit couvreur, charpentier ou maçon. Les normes, il y en a dans tous les métiers, voire plus que chez nous. Nous, la plupart d'entre nous, tout le monde n'a pas des salariés. Les ateliers, les mises aux normes dans les ateliers et tout,
ce n'est pas aussi draconien que les gens qui sont dans le TP ou dans le bâtiment. Donc non, le problème n'est pas là. Je vais venir au cœur du sujet tout de suite et au cœur du réacteur. C'est la première fois que je dis ça dans une vidéo, mais je vais surtout pas me gêner pour le dire. En réalité, on est gouverné par un modèle économique extrême. Nous sommes dans des extrêmes. Je m'explique. Le gouvernement actuel, Macron, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, mais la suite, la continuité de Hollande, de Sarkozy, hein, on est bien d'accord, en gros à partir de Georges Pompidou, hein, pour faire simple, nous sommes dans les extrêmes. Pourquoi nous sommes dans les extrêmes? Au niveau économique, il y a deux extrêmes. Il y a le libre-échange dans lequel on est, la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux. C'est la fin de ma phrase qui est importante. C'est la libre circulation des capitaux. Vous allez voir où je veux en venir. Et l'autre extrême, c'est l'autarcie. Quand on se renferme sur soi-même, un pays qui ne fait pas d'échange, qui monte des murs, qui fait des frontières, l'autarcie. Ça, l'autarcie, ça ne fonctionne pas. Mais le libre-échange est aussi dangereux que l'autarcie. Je vais vous expliquer pourquoi. Le libre-échange est d'une violence extrême sans précédent. Quelques exemples très simples. Que vous soyez une PME, que vous soyez un agriculteur, vous allez produire des denrées, vous allez fabriquer des pièces. De l'autre côté de la frontière, parce que ça peut être votre voisin, hein, il va faire le même travail que vous avec des travailleurs à 200 ou 300 euros le niveau du SMIC dans ces pays-là. Et avec aucune condition sociale comparable, voire même pas de sécurité sociale pour ces gens-là. Donc l'exploitation, bien entendu, des salariés et des paysans. Ça, c'est bien connu que les classes pauvres et moyennes sont exploitées. Et le libre-échange, justement, appauvrit, vous voyez bien la classe moyenne, il y en a toute une partie qui descend. Le libre-échange, la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux appauvrit les classes populaires les plus pauvres et les classes moyennes. Voilà quel est le résultat du libre-échange. Pourquoi? Parce que la libre circulation des capitaux permet au MEDEF, permet aux multinationales agricoles de mettre en compétition à travers les continents les travailleurs, qu'ils soient salariés, agriculteurs, voire même d'autres métiers indépendants. Et ça, je vous l'avais déjà dit, dans l'économie française qui tourne aujourd'hui autour de 2600 milliards d'euros, il y a à peu près 850 à 900 milliards d'euros qui sont concernés par cette libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux, c'est-à-dire en prise directe avec le libre-échange, qui est un genre de produit intérieur brut mondialisé sur lequel on va se confronter au moins-disant social et au moins-disant environnemental. Le reste du produit intérieur brut de la France, il ne prend pas de pleine face le libre-échange. Pourquoi? Parce que les autres acteurs économiques, alors il y a tout le secteur tertiaire, l'industrie de services, des bureaux, les fonctionnaires, etc., mais pas que. Vous avez le maçon, vous avez la coiffeuse, eux, ils vont travailler sur la base d'un produit intérieur brut territorialisé, c'est-à-dire qu'ils vont produire des services, hein, mais ils vont le facturer sur un territoire, sur un pays qui s'appelle la France. Donc il est bien évident que votre maison, vous allez difficilement la faire monter par des Roumains, bien que ça peut arriver, qu'il y ait des entreprises qui délocalisent et qui viennent faire des chantiers publics. Mais elle est là la différence, c'est qu'il arrive à se protéger parce que le mécanicien, le coiffeur, le dentiste, le médecin, il est raccroché à un territoire. Et vous n'allez pas aller au médecin en Tchécoslovaquie. Hein, voilà. Et c'est là qu'il est le nœud du problème. Et nous, sur les denrées agricoles, pour revenir à l'agricole, nous sommes dans la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux. Donc les multinationales ont mis en compétition les paysans. Donc inutile de retourner les panneaux. Ce qui tue les paysans, c'est le libre-échange. Et la seule solution de sortir de ces extrêmes est de revenir à la charte de la Havane, qui est la coopération entre les États, qui n'est pas le moins-disant social, mais qui sont des échanges réciproques
avec des denrées soit agricoles ou autres qu'agricoles. Ce n'est pas obligé d'être des denrées agricoles. Ça peut être des denrées autres qu'agricoles. Hein? Et c'est là que le bât blesse à partir du moment où on part dans le libre-échange. Alors, pour illustrer ce que je vous dis, je vais vous prendre quelques exemples assez récents qui globalisent tout le reste. Vous savez que les coopératives, nos coopératives ou nos privés, nos multinationales de l'agroalimentaire, ainsi que les plateformes de la grande distribution, investissent à travers le monde. Ça, vous le savez, par la libre circulation des capitaux. Donc, je vais résumer par le groupe InVivo, hein, qui est un bras de la FNSEA, où était avant Philippe Mangin, président d'InVivo. Aujourd'hui, c'est Monsieur Callot, président de la CAVAC, coopérative de Vendée, peu importe. Ça, c'est les noms. Ils se sont alliés à KKR, BPI France et au Crédit Agricole pour porter, alors ça c'est un exemple, hein, parce qu'ils ont des investissements en commun sur plein de domaines. Ils ont porté un pôle Malte pour que InVivo devienne le numéro 1 mondial du Malte. C'est fait, ils ont racheté le quatrième groupe le plus puissant au niveau mondial qui était en Australie, hein, Unit Malte, qui l'ont racheté. Donc maintenant, ils sont les leaders au niveau mondial. Et ça, ils font ça dans plein de domaines. Hein. C'est la concentration des outils agroalimentaires, agro-industriels. D'accord ? Tous ces regroupements-là, avant InVivo, hein, ils ont fait un tas de regroupements avec d'autres sociétés, dont on retrouve Natixis, un bras de la Banque Populaire. On a le feu vert et l'encouragement de la Deutsche Bank. Hein. On a bien sûr le Crédit Agricole. Et on retrouve BPI France. Alors BPI France, c'est qui? C'est le bras de l'État, c'est Bruno Le Maire, Emmanuel Macron, partie prenante pour tous ces regroupements avec le Crédit Agricole. Et KKR. KKR, c'est qui? C'est les barbares de Wall Street, c'est une plateforme financière des États-Unis, Kronberg, Kravitz, Roberts, voilà ce que veut dire KKR, qui est un allié, est un partenaire pour investir dans des grandes multinationales, beaucoup dans l'énergie, avec BlackRock. Alors, un exemple concret, par exemple, dernièrement, ils ont remis 4 milliards d'euros dans ADNOC. ADNOC, c'est quoi? C'est Abu Dhabi National Oil Company. C'est la grosse compagnie pétrolière des Émirats Arabes Unis. Voilà où mettent leur argent les financiers, les plateformes financières. Donc là, c'est BlackRock et KKR qui accompagnent beaucoup de projets comme ça au niveau mondial. Alors nous, on est arrivé là. On est dans le puzzle, on est dans ce schéma-là, des bras des multinationales de notre syndicat, FNSEA, puisque c'est un syndicat français, voilà, hein, ainsi que le COPA-COGECA, fonctionne avec ces structures. Alors vous pensez bien que dans la mesure où c'est financiarisé comme ça, le but du jeu, c'est toujours de concentrer les outils, hein, de faire produire un maximum de volume par unité de travailleurs, d'où l'augmentation, le grossissement des exploitations, ce qui détruit notre valeur travail, parce que ça donne un endettement beaucoup plus important sur chaque agriculteur. On avait un endettement moyen de 50 000 euros par exploitation en 1980, il y a un endettement moyen de 250 000 euros à l'heure où je vous parle, avec un âge moyen des agriculteurs de 52 ans. Imaginez-vous, 52 ans l'âge moyen des agriculteurs, 250 000 euros d'endettement moyen par exploitation. Vous voyez bien, tout ça parce qu'on a concentré des outils plus gros pour répondre aux besoins de cette libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux. Et au lieu de faire de la coopération avec la reconnaissance des coûts de production pour que les gens puissent vivre dignement avec des fermes à taille humaine, eh ben on fait grossir les outils, on dilue la marge nette de l'agriculteur et il essaye de compenser comme il peut par le volume. Alors, cette compétition exacerbée fait qu'aujourd'hui, on arrive à 25% en gros de notre alimentation qui est importée. Donc, les multinationales, elles, de l'agroalimentaire, que ce soit Bigard, que ce soit LDC, que ce soit Sodial, que ce soit Lactalis, ils sont déjà acteurs
par les plateformes qu'ils ont plus ou moins à travers le monde, une partie de l'Europe, etc. Il essaye de se placer sur les continents parce que dans ce jeu du combat tous contre tous, une industrie française, si elle reste co-franco-française avec des charges franco-françaises et qu'elle ne fait pas du dumping social et environnemental, qu'elle ne va pas installer des plateformes à l'extérieur de nos frontières, elle va disparaître elle aussi. Elle va être bouffée par les concurrents qui vont installer des sites dans des pays où il y a très peu d'imposition, où il y a des travailleurs à 200-300 euros. Voyez même l'exemple de la Chine, beaucoup sur le textile, où ils faisaient travailler les enfants non déclarés. On va jusque-là. Bon. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il leur reste comme solution? Eh bien, ils ont déjà tous délocalisé, que ça soit LDC, que ça soit Sodial à travers des SAS, tous ils l'ont fait. Hein, les deux producteurs de veaux hollandais, Denkavit et Sobeval, la Coperle qui a des structures de sélection en Chine, etc. Ils l'ont fait pour rester dans la compétition et essayer de tenir cette compétition exacerbée, hein, qui est entraînée par le libre-échange et poussée par la Commission européenne Ursula von der Leyen, puisque l'Europe est ultra-libérale. Elle a même tendance à en remettre une couche, elle, en plus, de réglementation supplémentaire en plus. D'accord? Donc après, qu'est-ce qui reste comme solution? Eh bien, les solutions qui leur restent, c'est de faire diversion. Alors, faire diversion, dire que le problème, c'est pas le libre-échange, alors que c'est le pire des systèmes, c'est la plus grande violence économique qui puisse exister, parce qu'en fait, c'est une guerre, mais c'est une guerre économique, c'est une violence sur le prix des parts fermes des exploitants agricoles, puisque le prix mondial sert de prix de référence. Donc, par exemple, un exemple concret aujourd'hui, les vaches de réforme, ils sont en train de faire baisser le prix du kilo des vaches de réforme. Ils les amènent, certaines catégories, à 3,50, 3,60 euros du kilo. Pourquoi? Parce que dans certains pays, pas très loin de chez nous, dans l'Europe de l'Est, ils s'échangent des vaches de réforme autour de 3 euros, 3,20 euros. Donc, ça, c'est le signal du prix vers le bas. Donc, Bigard, il est comme les autres. Il dit, si il s'échange des vaches à 3 euros, 3,20 euros sur certains continents, moi, je ne peux plus les payer 4 euros. C'est pas possible. Je ne vais pas continuer de les payer 4 euros si on en trouve à 3,20 euros. Et ça y est, le cycle infernal est parti, sachant que les agriculteurs qui les vendent 3 euros, 3,20 euros, vous savez très bien qu'ils ne gagnent pas d'argent non plus. C'est toute la masse au niveau mondial d'agriculteurs qui est exploitée par cette théorie de Ricardo des coûts comparatifs. Alors ensuite, pour sortir du lot et pour essayer de vendre du Made in France, parce que dans les magasins, c'est quand même mieux si on peut dire qu'une partie de la marchandise est produite en France. Vous voyez, ça donne une meilleure image. En termes d'image dans les magasins, si vous dites tout mon lait vient d'Argentine, toute ma viande vient du Brésil, les gens vont la consommer quand même, mais c'est pas très vendeur. Donc le but du jeu derrière, c'est de faire de la com et du marketing. Donc ils l'ont tous fait. Ils l'ont tous fait. Que ça soit LDC, alors il y a eu le poulet de louer au départ qui a très très bien fonctionné au début. Les gens ont élevé une famille avec un bâtiment en poulet de louer. C'était une superbe innovation. Et puis au fil du temps, comme la compétition, elle est énorme et que ça représente de faibles volumes, eh ben, ils rentrent dans la nasse de la compétition. Et aujourd'hui, si on repart avec un bâtiment neuf en poulet de louer, ce n'est plus du tout les rentabilités que les gars ils ont connues il y a 20-25 ans. Et on a ça dans toutes les productions. Donc ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'ont tous fait. Lactalis l'a fait en son temps, le groupe Savantia en lait, la Laiterie-Belle l'a fait. Alors ils essayent de se démarquer. Ils font des sans OGM, ils font, pour ceux qui mettent les animaux à l'herbe, on donne plus 20 centimes d'euros, etc., etc. Maintenant, vous voyez des nouvelles marques qui apparaissent dans les magasins, comme C'est qui le patron, nous rémunérons les producteurs. Alors ça, c'est de la communication. Ils prennent une petite partie du litrage, la laiterie Saint-Père-en-Ré, dans le 44. C'est pas des mauvaises initiatives, attention, ça tire le prix, une partie du prix vers le haut, mais c'est un tout petit pourcentage. Sachez que ramener par associé des gens qui sont en bio par exemple,
La partie payée, c'est qui le patron, ça peut représenter 8 € par jour, par associé. 8 € par jour. Bon, voilà. Ça peut être, suivant le volume de l'exploitation, en bio je parle, ça peut être 2 000, 3 000 €, 4 000 € de plus par an. C'est bien, faut les prendre. Mais l'enjeu, il n'est pas là. Là, cette libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux émet sur la base d'un prix mondial des paysans belges, français, italiens. Là, on est sur des bases, je vais rester sur des producteurs de lait en bio, on peut faire le même parallèle en conventionnel, et le même en viande bovine et en mouton. Pareil dans toutes les productions. Il manque, sur des fermes à taille humaine, il manque de 50 à 70 000 € de produits, de vente sur le produit par associé, pas par exploitation, par associé, suivant la taille des exploitations, je dis bien. Ça veut dire que 2 hommes en GAEC qui sont en production bio, qui font par exemple 300 000 à 2, on en trouve beaucoup, hein, eh ben il manque au bas mot 100 000 € par an sur le produit. Alors certes, vous pouvez faire de la com avec du sans OGM, comme l'a fait la laiterie Belle, comme C'est qui le patron, comme Saint-Père-Henri. Certes, les gens qui vont être là, ils vont récupérer 2, 3, 4 000 €, 5 000 € dans l'année. Mais ça, c'est destiné à faire de la communication pour conserver un collège producteur. Il faut qu'ils gardent au moins un socle de producteurs. Et ça, c'est de la com pour attirer des nouveaux et en garder un certain nombre. Ce qui permet ensuite aux industriels de dire, voyez, nous, nos produits sont français. Certes, il y en aura une partie de français, le reste ne sera pas français. C'est ça la réalité, puisque de toute façon, ils ne pourront pas tenir, ils sont obligés d'importer, avec ce modèle de libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux. Donc c'est ça qui broie les paysans. Alors après, on peut parler des normes, on peut parler de tout ce qu'on veut, on ne résoudra pas le problème si on ne remet pas en avant la base du commerce. Et la base du commerce, il faut qu'elle se fasse sur la base de la charte de la Havane, qui interdit ça, qui accepte le commerce, mais sur la base de la coopération, et qui, dans son fondement, dans les statuts, dans le règlement intérieur, prévoit l'équilibre de la balance des paiements. Ça veut dire que la charte de la Havane, qui a démarré le 21 novembre 1947, mais qui malheureusement n'a pas été ratifiée par le Sénat américain le 24 mars 1948, parce que les Américains avaient compris qu'ils seraient perdants, parce que dans cette charte de la Havane, l'équilibre de la balance des paiements n'autorise pas certains pays, il y a 10-12 pays, une douzaine de pays, qui exportent, on va dire de façon régulière, des milliards d'euros chaque année, hein. Ceux-là auraient été perdants. Alors je vais vous dire qui? Les États-Unis, le Brésil, l'Allemagne, qui a beaucoup exporté avec son industrie, la Hollande, qui a beaucoup exporté de produits agricoles. Vous savez les problèmes qu'ils ont après avec l'environnement. Donc on a créé des déséquilibres avec ce libre-échange. S'il y avait eu la charte de la Havane, ça ne nous empêchait pas d'exporter, mais de façon raisonnable, raisonnée, avec des gestions des volumes et avec un coût de production des parts fermes accompagné de la gestion des volumes. Et c'est ce coût de production des parts fermes qui nous aurait empêché de grossir les exploitations comme elles ont grossi. Il n'y avait pas besoin de faire grossir les exploitations comme elles ont grossi. On pouvait créer un modèle tout à fait viable sur une base de la coopération entre les États. Je précise que ça existe, ce n'est pas officiel, mais les Indiens et les Chinois la pratiquent, la charte de la Havane. Quand ils achètent par exemple des avions, il exige qu'une partie des avions ou une partie de l'appareil soit fabriquée chez eux, de façon à équilibrer entre les pays les travailleurs potentiels. Parce que le libre-échange, quand vous exportez à tout va, ça veut dire que vous êtes obligé de baisser vos prix ou subventionner, doper votre économie pour arriver à prendre des parts de marché. Donc vous payez des ouvriers moins chers, vous payez des paysans au ras des pâquerettes pour arriver à prendre des parts de marché. C'est l'inverse de la charte de la Havane. Donc je persiste et je signe, le libre-échange tel qu'il est là, c'est la violence. C'est la violence en France, puisqu'on a
Maintenant on a monté, on a autour de 27 millions de travailleurs dans la machine économique, hein, sur 38 millions potentiels. Donc on crée du chômage, on crée des travailleurs pauvres, on crée des paysans pauvres. 80% des paysans gagnent moins de 1 709 € bruts. Et les arrêts d'activité s'accélèrent. Parce que le système, il faut qu'il soit revu, il faut le retoiletter. Et peut-on ramener de la valeur dans le prix des parts fermes et une rentabilité? Bien sûr que oui. En changeant les bases du commerce, en retoilettant le système, toutes les charges attenantes à la filière agricole, je pense notamment au secteur tertiaire, où il y a beaucoup de services et d'activités qui n'ont pas d'utilité économique et qui pèsent sur la filière en termes de coûts et qui ne sont pas indispensables, qui nous apportent rien. Donc, il suffit de retoiletter la chaîne de valeur, de garder les maillons essentiels dont on a besoin, hein, et là, on va recréer de l'emploi. Hein. Et la charte de La Havane, la coopération, permet de maintenir les PME. C'est pas que l'agriculture. Les petites et les moyennes entreprises, c'est ceux-là qui créent des richesses. C'est ces gens-là qui sont créateurs de richesses, qui innovent et qui créent des emplois. Et si on est sur la base de la coopération, on va maintenir les emplois. Donc on va diminuer le chômage. Si on diminue le chômage, on ramène des cotisants dans la machine. Tandis qu'autrement, dans le libre-échange, automatiquement, on va au moins 10 ans social. Donc, les conditions de travail, l'ambiance dans les entreprises, elle est déplorable. La charge mentale sur les responsables d'entreprises ou les responsables agricoles, nous dans nos exploitations, l'endettement qu'il y a dans les exploitations, la charge de travail fait que la charge mentale, elle est beaucoup plus compliquée qu'elle était il y a 20, 30 ou 40 ans. Ce n'est pas comparable. Pas du tout comparable. Alors qu'on travaille dans de meilleures conditions. D'un point de vue mécanique, des bâtiments et tout. Ça, il y a eu une amélioration. C'est indéniable. Mais penser qu'on allait compenser par le volume, c'est un leurre. À partir du moment où on fait du volume, on dilue notre valeur travail. Et on répond à l'industrie agroalimentaire qui, elle, veut ramasser un maximum de marchandises avec le moins de kilomètres possible sur les territoires. C'est la raison pour laquelle, vous le savez très bien, des groupes comme Lactalis, il y a déjà longtemps qu'ils ont abandonné certaines régions. Ils ne veulent pas s'embêter avec des coûts de collecte. Ils sont en train d'optimiser au maximum. Et donc là, la compétition s'accélère, je dirais, ça se resserre, et ils vont essayer, à travers de la com, de sortir des marques, des sans OGM, des Charal, voilà, ils vont sortir de la com pour essayer de garder un noyau de petits soldats pour au moins pouvoir continuer à dire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans, le poulet est français, la brique de lait, elle est française. Alors, effectivement, il restera peut-être quelques producteurs français, mais le gros du lait, il viendra de l'extérieur. C'est ça la réalité. Donc, le but du jeu aujourd'hui, c'est de recruter des petits soldats. Et l'axe central où ils vont mettre beaucoup d'énergie, c'est sur la formation des jeunes. Voilà, sur la formation des jeunes. Et moi, j'alerte les jeunes, installez-vous, il n'y a aucun souci, mais demandez les rémunérations nettes, pas le bénéfice agricole. Demandez au cédant qui a passé 40 ou 45 ans dans son exploitation, quels a été ses prélèvements nets. Qu'est-ce qu'il a hérité de ses parents? Combien d'heures ont passé les parents à travailler gratuitement? Demandez la réalité du terrain. Et donc, vous verrez que le problème agricole, il n'y en a qu'un problème agricole. Le problème, c'est le revenu. Le revenu. Et on est très, 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 très loin du compte. Le fossé qui s'est creusé est énorme. Énorme. Énorme, énorme. Et ceux qui font de la com', qui ramènent 3, 4, 5 ou 10 centimes sur une partie du litrage, certes, ça va dans le bon sens, mais c'est peanuts, ça. C'est des opérations de communication pour faire un collège producteur dans une zone. Parce qu'ils ont perdu tous leurs producteurs dans les zones où ils étaient avant. Et ils voient que le bateau prend l'eau, et ils veulent pas être dépendants en totalité des importations de lait qui vont venir des autres pays.
Voilà, c'est tout. Et ils veulent garder un collège producteur. Mais remettre 7, 8 ou 10 centimes, c'est pas le coût de production. Si vous voulez vous rapprocher de la société, du reste de la société, au niveau social, déjà, en tant qu'agriculteur, faut l'assurance l'homme clé. Pour se faire remplacer quand on est malade, c'est honteux. On peut même pas prendre 2 salariés pour remplacer un exploitant. On peut en parler au SAMU social. On a ça toutes les semaines. Des gens qui tombent malades. C'est honteux. Donc si on veut vivre dignement, assurance l'homme clé, rémunération entre 3 500 et 4 000 euros pour rémunérer les investissements qu'on a engagés, rémunérer nos capitaux et tout, du lait conventionnel, le prix aujourd'hui, faut pas avoir peur de le dire, c'est 65 centimes. C'est pas le blabla qu'on entend sur les plateaux. Je parle du conventionnel. Je parle pas du bio. Le bio, c'est plus que ça. Et le ratio, ça veut dire que c'est un bon de 23 centimes du litre. D'accord? Des parts fermes. Ce ratio-là d'augmentation, vous pouvez le mettre sur le mouton, vous pouvez le mettre sur la viande bovine, vous pouvez le mettre sur les poulets. C'est le même. Les agneaux, le prix, je vais vous le donner, c'est autour de 13-14 euros le kilo. Des parts fermes. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Alors bien sûr, quand on dit ça, on va dire « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ?» C'est pas un souci. Il y a un gros avantage. Les vidéos, je les fais, elles sont stockées dans un ordinateur, je peux les ressortir dans 10 ans. Hein? Il suffit de regarder l'évolution des autres. Regardez l'évolution du prix d'un tracteur. Regardez l'évolution d'un mécanicien. Remontez 20 ans en arrière, le prix qu'il prenait. Prenez l'évolution du coût d'un chantier, d'un maçon, d'un couvreur, d'un électricien, d'un carreleur, d'un plombier. Vous allez voir s'il est resté au même prix qu'il y a 40 ans. Elle est là, la réalité. Alors, est-ce que c'est possible? Oui. Dans les situations actuelles, si on garde les acteurs économiques comme on les a autour de nous, qui mangent tous sur la bête, là, effectivement, c'est pas possible. Mais il faut retoiletter la chaîne de valeur, tailler dans le beefsteak où il y a besoin de tailler dans le beefsteak, et reconnaître les paysans pour ce qu'ils sont. Le travail qu'ils rendent à la nation, à l'entretien de la nature et aux produits de qualité qu'on apporte. L'agriculture, ça a un prix. Ça a un prix. Et ce n'est pas le consommateur qui est responsable. C'est les politiques et le syndicat qui ont conduit cette politique agricole européenne, française et mondiale. Et maintenant, ils sont aux mains de la finance. Je vous remercie et je vous dis à l'année prochaine.